Vas-y avec la première question. C'est, y a-t-il des liens entre l'approche écologique et la pyramide d'impact santé? Bien, est-ce que moi je ne connais pas la pyramide d'impact santé. Je ne sais pas si quelqu'un peut brièvement nous dire de quoi ça retourne pour qu'on puisse en discuter. Je me posais la même question. Je ne connais pas non plus la pyramide d'impact santé. Il faudrait nous aider pour pouvoir faire des liens. Oui, tout à fait. Désolée, je ne peux pas vous aider trop à ce moment non plus. Peut-être, je peux inviter la personne qui a écrit cette question à écrire dans la boîte de messagerie pour donner un peu plus d'informations. Puis, il y a une autre question là. Peut-être qu'on peut passer à l'autre question puis revenir. La question, ça vient de Maud Landreville et c'est merci pour la présentation. J'ai vu qu'il y a des participants qui travaillent avec la conseillerie en SFS. Est-ce que vous utilisez cette approche écologique? Alors, peut-être que les personnes qui peuvent répondre à ça peuvent répondre dans la boîte de messagerie. Une autre question vient de Annie Roussel. Qui est, est-ce que l'approche écologique diffère de l'approche axée sur la population de Santé Canada? Et je vois que Nadine a ajouté que c'est difficile d'expliquer la pyramide. Alors, je vais aller avec la question de Annie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre aux questions de Annie? Est-ce que l'approche écologique diffère de l'approche axée sur la population de Santé Canada? Ben, écoutez, je pense qu'on est ici dans un domaine où parfois il y a une pluralité de termes et de polysémie. Là aussi, je dois dire que moi, j'aurais besoin d'un petit peu de background. Là. Sans doute que ce qui est désigné par ça nous est plus familier, mais c'est peut-être le titre qui, moi, je le connais moins. Je ne sais pas, Lise, si tu as entendu ça, toi? Bien, je l'ai entendu, oui, mais je pense que, comme Lucie le dit, on est dans un confluent où il y a plusieurs, les mêmes idées, des fois portent plusieurs noms ou plusieurs chapeaux, là. Et je pense que l'approche axée sur la population, on va aller voir, il y a Mme Landreville aussi, entre parenthèses, qui vient d'envoyer un lien là, sur la pyramide, là, donc on va regarder ça. Mais c'est que je pense qu'encore aujourd'hui, puis beaucoup de gens, on a vu, qui sont en ligne actuellement, c'est des gens qui travaillent en promotion de la santé et en santé publique, et on a encore ce défi-là de faire comprendre qu'on peut agir à la fois sur l'individu et sur les populations. Et parfois, ce qui marche avec les individus ne fonctionne pas avec les populations, et ce qui fonctionne avec les populations n'apporte que très peu de bénéfices pour les individus. Et là encore, on n'est pas dans une compétition que c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qu'il faut mettre en relief. Et Santé Canada veut bien mettre l'accent sur cette idée qu'on veut des interventions qui vont bénéficier à la population tout entière. Maintenant, pour ce faire, évidemment, il y a le parallèle qu'il faut agir sur des déterminants individuels comme les connaissances, les attitudes et les comportements des individus, mais également sur les environnements, comme il a été discuté dans l'approche écologique et comme il a été illustré dans la présentation de Anne avec Montréal Métropole en santé. OK, peut-être, moi, juste pour compléter, là, j'ai googlé et je suis rendue sur un site justement du gouvernement. Qu'est-ce que l'approche axée sur la santé des populations? C'est vraiment, on me dit, bon, l'approche axée sur la santé de la population considère la santé comme une capacité ou une ressource. On est vraiment ici dans l'énoncé politique, là, la Charte d'Ottawa, plutôt qu'un État. Cette définition, plutôt qu'un État, dans le fond, qui correspondait
En fait, on est sur une définition qui correspond davantage à une notion de capacité de poursuivre des objectifs, d'acquérir des compétences, de se développer. Ils sont tout à fait dans les définitions de 1986. Là. Et ce qu'on dit, c'est que cette définition plus large tient compte de l'éventail des facteurs liés aux environnements sociaux, économiques et physiques qui influencent sur la santé. Au fond, c'est tout à fait compatible. Là. Je pense, moi, je retrouve ici le vocabulaire puis les approches là, de la Charte d'Ottawa et puis des documents de santé pour tous, etc. Donc oui, l'approche écologique, c'est directement en phase là, avec ces approches-là. Il n'y a pas de souci. Là, et on va vers une vision large des déterminants de la santé plutôt qu'une vision où on ciblait exclusivement des facteurs personnels et même aussi en amont de ça, des facteurs liés au système de santé. On admet que bon, l'environnement politique, l'environnement interpersonnel, les organisations au sein desquelles on évolue sont des facteurs importants qui déterminent notre état de santé. Donc, oui, tout à fait compatible. Si je peux me permettre, là, merci pour la pyramide d'impact sur la santé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cliqué sur le lien et on arrive à la figure 1 qui est la pyramide d'impact sur la santé. C'est qu'il y a un lien entre cette pyramide-là et ce qui est proposé dans l'approche écologique. Dans l'approche écologique, on indique qu'il faut d'abord faire la détermination des besoins et identifier quelles sont les cibles individuelles et des cibles environnementales sur lesquelles on veut agir, mais je retrouve très bien la modification des caractéristiques individuelles qui vont peut-être avoir de l'impact sur les personnes les plus vulnérables, mais si on veut améliorer les caractéristiques de l'environnement au sein duquel vivent les populations, ça c'est clair que ça fait partie d'une approche écologique et d'intervenir sur les facteurs socio-économiques à la racine des inéquités en santé aussi, ça fait partie d'une approche écologique. Ce qui est intéressant ici, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps évidemment de lire le document. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu d'avoir la métaphore la métaphore du cercle, la métaphore visuelle, ici on a une pyramide. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de sous-jacent à ça, mais il est certainement qu'il y a un lien entre ces deux éléments-là et ce qu'on suggère, c'est que si on veut influencer la population tout entière, c'est sur la base de la pyramide qu'il faut agir, c'est-à-dire les facteurs socio-économiques qui sont à la base des iniquités en santé. Merci, merci beaucoup. Oui, je vois votre question, Théma, grande question qui est intéressante. Hein? Oui, je vais le dire à haute voix pour les autres personnes si ça va pour vous. Oui, bien sûr. Alors, mon question était vraiment pour toutes les conférencières. Ça se peut que ça nous ouvre une autre conversation, mais quand j'ai lu votre chapitre dans le livre sur la prévention de la santé, c'est un excellent chapitre par hasard, j'étais intéressée par la façon dont vous avez décrit les différents défis pour intégrer l'approche écologique à la promotion de la santé. Par exemple, vous avez mentionné les difficultés d'engager la communauté au même niveau qui est idéal en promotion de la santé. Vous avez aussi mentionné la malaise des travailleurs en santé publique de plaidoyer et de se mettre à changer les politiques publiques. Et finalement, vous avez mentionné que les ressources sont limitées puis de financer les grandes interventions qui utilisent une approche écologique, et ce n'est pas toujours faisable. Alors, je me demande si vous ou bien si Anne pouvez commenter avec des idées avec tous les changements qui se déroulent dans les structures de santé publique après la loi 10 au Québec et bien qui se déroule maintenant en Ontario, est-ce que vous avez une idée des défis et puis des opportunités pour la santé publique pour mieux intégrer l'approche écologique dans les interventions? Et surtout pour penser à comment est-ce que ça peut contribuer à agir sur et réduire les inégalités sociales? C'est une magnifique question. Si je peux me permettre, en fait, en tant que personne,
fait, en tant que professionnel de la santé publique, qui a, dans le fond, été en poste au moment de la loi 10, puis j'entends un petit peu à travers les branches de ce qui se passe en Ontario actuellement. En fait, la loi 10 a été peut-être plus une opportunité pour mieux intégrer l'approche. Par contre, le défi, c'est nécessairement, et bien évidemment, au niveau des ressources, là, si on réfère au chapitre de les outils, on parlait des interventions, l'approche écologique, c'est important d'avoir les ressources suffisantes, et là, c'est moins, c'est loin d'être évident qu'on a les ressources suffisantes. Par contre, les coupes en santé publique nous ont forcés à travailler dans une approche beaucoup plus écologique, beaucoup moins, dans le fond, individuelle, beaucoup plus, populationnelle, étant donné justement le manque de ressources. Donc, développer des interventions qui s'adressent à des populations plus larges, développer des interventions aussi qui s'adressent plus à des qui parlent plus qui s'intéressent plus, aux environnements. Et puis, en fait, je suis pas certaine d'être bien capable de répondre sur la question des inégalités sociales de santé, parce qu'au moment où il y a eu la loi 10, dans le fond, chez nous, les inégalités sociales de santé étaient une priorité. Donc, il y a trop de confusion chez nous pour que je puisse répondre de façon claire à est-ce que ça a été une aide ou un défi. Là. Tout ça s'est déroulé un peu simultanément. Je ne sais pas si Lise et Lucie ont des compléments de réponse à offrir. Moi, je peux peut-être ajouter quelque chose dans trois éléments. Le premier, en retour sur la pyramide, Maud Landreville nous mentionne à juste titre que la pyramide qui est proposée permet aussi de voir peut-être le nombre de personnes qui peut être ciblé par différentes approches, et ça, c'est un ajout qui est intéressant. Donc, je tenais à le souligner pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, mais pour revenir à la question plus large qui était posée, je pense qu'un élément intéressant qui a été proposé au Royaume-Uni, c'est la notion de l'échelle d'intervention, ou ce qu'on appelle le Intervention Ladder, où on parle d'intervention qui consiste dans le bas de l'échelle, c'est des choses qui sont moins intrusives, puis dans les marches plus hautes de l'échelle, c'est des choses qui sont plus intrusives. Donc, on imagine que, par exemple, donner de l'information, ce n'est pas intrusif parce que les gens peuvent le prendre ou ne pas le prendre. On peut avoir d'autres types d'approches qui consistent à créer des conditions qui sont facilitantes. Ensuite, on pourrait penser, si on monte d'une autre échelle, c'est d'offrir des incitatifs. Si on monte encore d'une autre échelle, on peut offrir des désincitatifs. Et puis, quand on arrive complètement dans le haut de l'échelle, on transforme l'environnement d'une façon assez importante qui fait en sorte que les gens n'ont plus le choix parce que l'environnement est trop contraignant. Et c'est sûr que quand on veut agir sur l'environnement, un des défis, c'est que plus l'intervention est intrusive et que ça change les façons habituelles de fonctionner, plus il y a le potentiel d'avoir de la résistance. Mais dans le même sens, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a un balancier entre l'intervention au niveau de l'environnement et aussi le degré d'appui de la population. Et c'est un des enjeux qui était soulevé par Lucie en toute fin de présentation. Il faut imaginer que quand on met sur pied une intervention qui est écologique, il faut penser à un processus de participation et de collaboration communautaire parce qu'on ne peut pas forcément, entre guillemets, débarquer puis de dire, bon, on va faire ça puis on arrange ça, c'est qu'on fait ça en partenariat avec les communautés. Et ce partenariat-là avec les communautés est une force majeure, je pense, sur laquelle il faut s'instruire. Et si on regarde ce qui se passe avec nos collègues qui travaillent dans le service de santé,
Il y a énormément de partenariats avec les patients aussi qui permettent de faire bouger des façons de faire et d'accélérer la mise en place d'innovation. Alors, c'était quelques petites réflexions sur cette question importante. Oui, je rajouterais peut-être au fond un élément de réponse en faisant le lien avec le quatrième enjeu qu'on a listé, la recherche sur les déterminants de l'implantation. On a quand même des données sur des facteurs dont on sait quand ils sont en place, ça facilite le développement et l'implantation de programmes écologiques. Je vais en nommer quelques-uns. La fréquence des contacts et des collaborations entre l'Organisation de santé publique puis des collaborations d'autres organisations à l'extérieur. Ça, quand une direction de santé publique est bien réseautée, qu'elle est en lien avec d'autres ministères, avec d'autres organisations, ça augmente les chances d'avoir des programmes plus larges. Les profils cognitifs des intervenants, puis les gens sont formés avec une expertise, une formation en santé publique de qualité. La diversité des formations académiques, quand on a des équipes interdisciplinaires, on a plus de chances d'avoir des programmes larges. Ça fait bien du sens. Hein? Si on veut agir sur la politique, c'est utile d'avoir des gens qui ont des connaissances et qui ont des éléments de méthode par rapport à ce type d'action-là. Des guidelines, des lignes directrices ministérielles. Ça a été utile ici, par exemple, au Québec en tabac, quand il y a eu des controverses, la contrebande, coupure de taxes, baisse des taxes, etc. Il y a eu des lignes directrices qui sont venues pour aider, pour soutenir l'élaboration de programmes de réduction axés sur l'approche écologique. Ça, c'est une voie royale. Et finalement, les alliances aussi avec d'autres instances. Je pense à tous les comités interministériels qui sont aidants, imaginons en sécurité routière, d'être en lien avec le ministère des Transports, avec les gens de génie, de voirie. Ça nous donne plus de chances d'avoir des programmes qui incluent des cibles environnementales que, par exemple, un programme qui ne viserait qu'à transmettre de l'information sur les comportements sécuritaires à adopter. Juste un petit mot là-dessus aussi, je dois dire, par rapport à la loi 10, les coupures qui ont été faites et qui sont peut-être en voie d'être faites en Ontario, on avait beaucoup une espèce de discours autour de on veut recentrer les services sur la population, on veut prioriser des services directs aux populations. C'est une rhétorique qui est un petit peu dangereuse, dans le sens où, quand on fait ça, on risque aussi de privilégier des interventions d'éducation qui visent directement les individus et on se prive à ce moment-là d'opportunités d'action sur des cibles environnementales. Alors ça, c'est la petite inquiétude du jour. Voilà. Merci à toute notre conférencière pour répondre. C'est vraiment apprécié. C'est une question qui m'a qui a sauté dans je sais pas comment le dire cet idiome en français, mais en anglais on dit qui popped up dans mon cerveau pendant le temps que j'ai lu votre chapitre. Alors merci pour vos réflexions. Il y a une belle échange dans le boîte de messagerie avec une autre question qui a été posée par Cindy, puis une réponse de Maud et une autre commentaire d'Audrey. Alors, je vais juste lire à haute voix pour les personnes qui n'ont pas été capables de connecter à Adobe pour qu'ils puissent juste entendre. Cindy a demandé « Bonjour, comme psychoéducatrice, j'ai été formée en approche écologique et systémique en intervention. Je constate qu'effectivement, plusieurs programmes mis sur pied à Waskaganish en partenariat avec la nutritionniste, les infirmières, et les différents milieux tels que l'école, les CPE, les services de soutien sociaux correspondant à l'approche vue aujourd'hui. Bravo. Ça, c'est très bon à savoir. Et Maud a répondu, merci Cindy, j'ai demandé la question pour l'approche en milieu autochtone, car je sais que chez Avenir d'enfants, l'approche écosystémique avait eu une bonne écho auprès des modèles locaux dont chez l'écrit peut tourner vers la communauté. Puis elle a inséré puis Audrey a répondu aux questions de Maud en disant comme quoi que oui, le conseil écrit de la SSS de la baie James utilise l'approche écologique. Par exemple, nous avons une adaptation du programme SIPPE, Service intégré périnatalité,
et petite enfance, le programme AMA. Alors, juste ces connaissances-là pour que tout le monde puisse savoir, et je demande aux conférencières, est-ce que vous avez des réflexions, des commentaires sur cet échange-là? Je pense qu'on peut se réjouir du fait que les grands programmes maintenant s'appuient sur cette vision-là. C'est bien effectivement de l'avoir comme modèle fondateur. La question devient toujours aussi, est-ce qu'on est en mesure d'investir autant dans les différents volets? Moi, je pense à des programmes ici en périnatalité qui avaient été développés avec si vous voulez, ce rationnel-là comme fondation. Mais après ça, quand on analyse les programmes, on voit qu'en bout de ligne, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis du côté des interventions de counseling individuel, des visites à domicile, etc. Puis le volet communautaire n'est pas toujours autant exploité. Maintenant, je pense que bon, les choses changent et puis qu'il y a des ressources qui sont dédiées à ces éléments-là. Alors, je pense qu'on peut que s'en réjouir. Puis peut-être au fond, c'est cohérent avec, si vous voulez, la littérature. Regardez la Commission sur les déterminants de la santé, sous les grands énoncés politiques, l'Institute of Medicine, beaucoup de ces énoncés, de ces textes fondateurs-là, s'appuient sur l'approche écologique, donc c'est pas étonnant. Et puis c'est rassurant de voir que ça se rend au niveau de l'implantation. Alors, merci beaucoup pour tout le monde à participer aujourd'hui. Merci à tous et à toutes, et surtout à notre conférencière. Et merci pour rester avec nous pendant notre défi technologique. C'est toujours intéressant quand ça arrive.